Juste commencer par faire une brève introduction de THP. Du coup, THP The Hacking Project, c'est un bootcamp d'informatique. On a formé plusieurs milliers d'étudiants depuis 2017. Le but, c'est d'apprendre à développer depuis zéro, jusqu'à avoir des connaissances nécessaires pour faire des sites e-commerce, des apps mobiles, intégrer des solutions IA ou faire du Web3. C'est un apprentissage du coup qui se passe en peer-to-peer, donc un apprentissage communautaire entre élèves. Il n'y a pas de professeur à proprement parler, mais il y a des mentors de l'équipe de THP et des élèves aussi qui se proposent en tant que mentors pour assister les élèves lors de leur apprentissage. Et au niveau du diplôme, on fournit un diplôme NCP niveau 5 et équivalent à un bac+2. Il y a 3 semaines d'introduction au code qui sont gratuites et sans engagement pour ceux qui veulent tester le format. Et après ça, un premier programme qui est full stack qui dure 9 semaines. Et après, on peut pousser encore plus loin en tant que développeur pour faire plus du front-end et c'est l'apprentissage un petit peu plus loin. Donc là, c'est notre relance des tables rondes. On en a fait une il y a 2 semaines sur du coup l'intelligence artificielle avec Léo ici présent qui était là aussi à la dernière table ronde. Là, du coup, cette semaine, ça va être sur le Web3. Donc, le format de table ronde, c'est 1 heure de table ronde. On se fixe à peu près 50 minutes de discussion entre nous et puis après 10 minutes où on peut peut-être dépasser un petit peu à la fin pour répondre à vos questions. Merci à tous d'être présents, puis merci à Coban, Thibaut et Léo de nous rejoindre pour cette table ronde sur le Web3. Petite annonce du coup, on va essayer de faire ça toutes les 2 semaines, les tables rondes. Dans 2 semaines, on fera une autre table ronde du coup sur l'entrepreneuriat. On va essayer d'inviter quelques entrepreneurs dans des startups digitaux. Et si vous connaissez des personnes qui vous paraissent qui ont un discours pertinent et intéressant, n'hésitez pas à leur parler de ça. Et puis voilà. Pareil, si vous avez d'autres idées pour des tables rondes, n'hésitez pas à les soumettre dans les channels de THP. Ok, c'est tout pour la petite intro. Ce que je propose, c'est qu'on commence par faire un petit tour de table. Coban, tu veux commencer par te présenter? Eh ben oui, allons-y. Allons-y, allons-y. Je me préparais à envoyer des MP, mais c'est pas grave, je vais me présenter. Donc, Koban, alors moi j'ai une formation d'informaticien qui a été faite maintenant il y a une double décennie, on va dire. Donc, aujourd'hui, je travaille dans le Web3. Je suis rédacteur et analyste technique pour Cryptost, un média Web3 et qui revendique la pole position dans les médias Web3. Mais bon, plusieurs d'entre nous revendiquons cette place. Donc, on sait pas vraiment celui qui est le numéro 1 dans le cœur des Français. Mais bon, on espère que c'est nous. Donc, voilà. Euh, donc, ouais, je l'ai dit, analyse technique, analyse fondamentale. Je travaille, donc, je fais des formations dans le Web3 pour voilà, expliquer un petit peu globalement ce qu'est le Web3, comment l'appréhender, comment analyser les prix, comment analyser les projets. Voilà, c'est assez large, hein. Donc, c'est tout pour moi. Ok, merci. Léo, tu veux te présenter aussi? Même si on a déjà Carnes dans l'audience. Yes, donc bonsoir à tous, merci d'être là. Et donc j'étais présent sur la table ronde d'il y a 2 semaines, alors peut-être que certains s'en souviennent. Du coup, je suis cofondateur de Nomix et comme le nom l'indique, c'est une startup qui s'est spécialisée dans l'économie des jetons. Donc on fait de la tokenomics à proprement parler. J'évolue dans le Web3 depuis pratiquement 8 ans maintenant. Heu et puis, on a identifié effectivement beaucoup de key points, et de paramètres sensibles autour des tokens. Heu, c'est pourquoi on s'est concentré dedans et on a tâché d'essayer d'apporter des standards de la finance traditionnelle sur des tokenomiques, donc en tout genre, que ce soit des applications ou carrément des réseaux en eux-mêmes. Hem et on s'est également spécialisé, en dehors du consulting, sur le développement d'une suite logicielle avec 2 outils aujourd'hui, Nomix Sentinel et Nomix Builder. Le Builder, ça permet de casser les coûts sur la création d'une tokenomic, là où ce sont des études qui chiffrent généralement, très rapidement à 5 chiffres et généralement même au-dessus des 20 000 $.
On offre aujourd'hui une solution software beaucoup plus abordable, qui divise les coûts pour qu'un builder puisse, monter son projet quand il est en phase de bootstrapping au tout début, qu'il n'a pas encore les fonds, heu, en ayant quand même, un apport de connaissances pertinent, via le software qui lui permet de prendre des décisions sur son token, voilà. Et également Nomic Sentinel à côté qui, lui, est un simulateur de conditions de marché, qui permet de projeter un token qui n'existe pas encore dans des conditions de marché réalistes, en fonction de certains événements, propres au token en lui-même, comment est-ce qu'il va se comporter. Voilà en gros. Cool. Merci beaucoup. Thibaut, de se Oui, présenter. écoutez, ouais, mais merci à tous d'être là, d'être présents un jour férié tout de même. Donc, merci à vous et merci à toi, Jérémy, de l'organiser. Du coup, je m'appelle Thibaut. J'ai donc 30 ans. J'entreprends dans la crypto depuis 2017 et j'en vis réellement depuis 2020. Donc, j'ai commencé par créer un blog. Il s'appelait le Cryptopolitain. Donc, c'était un blog spécialisé sur l'analyse fondamentale et la recherche de projets crypto. À l'époque où tout le monde était trader, ben, nous, on a amené quelque chose qui était un petit peu avant frais. On faisait de l'analyse on-chain, on appliquait en gros la méthode d'analyse que pourraient avoir des analystes financiers sur l'equity traditionnel à la crypto. Et donc, du coup, on devait adapter ces indicateurs et cette méthode, puisque c'est un univers un peu plus volatile et moins encadré professionnel que l'equity. Voilà, donc j'ai fait le Cryptopolitain. Ensuite, j'ai créé donc une application mobile, écolecrypto.fr, que j'ai revendue. J'ai créé une DAO qui n'a jamais atteint ce stade de vraiment décentralisé. Mais en tout cas, c'était un super projet. On avait inventé la division du travail on-chain, donc ça, c'était un truc cool. Et du coup, j'ai créé Learnify, qui est donc aujourd'hui un de nos projets. Donc, c'est une application Duolingo Style sur la crypto et l'IA, où tu peux gagner des cryptos. Et aujourd'hui, on a une approche Startup Studio avec nos technologies. C'est que là, on développe d'autres technologies pour créer un écosystème d'applications qui soit, voilà, qui soit bénéfique, un espèce d'écosystème d'applications. Ok, top. Merci beaucoup. Ok, je propose qu'on commence par faire un petit retour en arrière et qu'on commence par discuter un petit peu du coup, c'est quoi l'origine du Web3, de la décentralisation, d'où ça vient et c'est quoi un petit peu l'essence de tout ça. Euh, L'un d'entre vous veut se lancer? Ouais. Allez. Déjà, il y a pas mal de théories autour de la création de Bitcoin, vu que Bitcoin le white paper de Bitcoin a été publié en 2008 de mémoire. Et donc, ça correspond à peu près, il me semble que c'était quelques mois ou quelques semaines après la crise des subprimes. Donc, pas mal de gens disent que ça a été créé pour ça. Bon, bah, je pense pas que quelque chose comme Bitcoin puisse sortir d'aussi intense et scientifique et puissant que Bitcoin puisse sortir en réaction d'un événement tel que les subprimes. Je pense que c'était juste que le système allait mal depuis longtemps et certaines personnes assez intelligentes pour s'en rendre compte et indépendantes puissent travailler sur quelque chose comme ça. Et donc, voilà, le white paper de Bitcoin a été publié et il a été créé. euh, alors aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on le voit, mais comme une alternative aux banques. Comme aujourd'hui, à l'époque, il était vu comme une monnaie d'échange. Aujourd'hui, je le vois plus comme un réseau alternatif qui permet en gros d'augmenter l'aspect démocratique de la monnaie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est une alternative un peu plus démocratique à la finance classique. Yes, tout à fait. Je rebondis là-dessus parce que c'est quand même important de se dire que le Bitcoin a été le tout premier contre-pouvoir, la toute première solution alternative à la monnaie traditionnelle émise par les banques. Donc c'est un peu comme si on avait Samsung qui arrivait, qui concurrençait Apple. Ben, Apple, c'est les banques traditionnelles qui sont instaurées, et puis ben, on a Bitcoin qui est arrivé, qui a été la première alternative proposée. En plus, en abaissant énormément de contraintes au système bancaire, comme par exemple l'exclusion. N'importe qui peut se créer un compte, c'est très facile. Le fait que ça soit sans frontières, qu'il n'y ait pas des transactions transfrontalières qui peuvent être bloquées parce que tel pays ne s'entend pas avec tel pays. Donc il a abaissé et redéfini les codes bancaires en proposant une solution alternative pour la première fois de l'histoire. Peut-être qu'on peut définir ce qui fait que Bitcoin est décentralisé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le nombre de nœuds qu'il a à travers le monde. Bah, Le fait. le fait que globalement, ce soit un système d'information, parce qu'à la base, c'est un système d'information, c'est des serveurs qui communiquent entre eux, c'est vraiment une, euh, une mécanique qui exploite en fait un support qui était à la base Internet. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu ce réseau qui est Internet aujourd'hui, on n'aurait pas eu la capacité de construire la solution qui est Bitcoin et qui est une solution effectivement décentralisée
parce qu'il y a des nœuds et donc des serveurs qui gèrent cette techno. Je simplifie un peu, mais qui sont répartis partout autour du monde et que n'importe qui est capable demain de brancher une machine sous réserve d'investir un minimum d'argent. Bon, on peut avoir en fait un mineur Bitcoin à partir avec un Oui. Raspberry Pi, mais on n'aura pas forcément des chances d'avoir des récompenses. Donc, Oui, mais au moins tu participes à la validation des transactions. tout à fait. Et c'est ce qui fait que ce réseau Bitcoin est effectivement un réseau qui est décentralisé, il est accessible à tous et aujourd'hui tout le monde peut participer à son consensus, ce qui rend cette technologie qui est accessible a priori à tous. Ouais, et pour rajouter dessus, donc effectivement, il y a cet aspect décentralisé, monnaie numérique, qui contourne donc, et propose une alternative aux banques traditionnelles. Mais en plus de ça, ça reste un substrat intéressant parce que le Bitcoin est un réseau qui a toute une histoire et a pu même accueillir des applications. Il n'est pas vraiment fait pour ça, mais disons que c'est un réseau qui peut traiter de l'information de manière décentralisée. Et donc, n'importe qui pourrait, en toute logique, construire sur ce type de réseau. Alors après, certains réseaux plus spécialisés pour construire dessus sont apparus, bien sûr, tels que Ethereum. Mais ça, déjà, c'est une première. C'est-à-dire que c'est vraiment un serveur, un ordinateur central accessible pour tout le monde. Tout le monde peut développer son application dessus. Et en dehors de cet aspect-là, Bitcoin a apporté une solution. Alors, on va pas dire que c'est un or 2.0, mais aujourd'hui, il atteint un market cap qui doit être à hauteur de un peu plus de 10% du market cap de l'or. Donc on est sur un Bitcoin déjà qui pèse et qui est, un inévitable dans l'horizon de la finance mondiale. Heu, on ne peut pas forcément le qualifier d'or numérique, on ne peut pas forcément le qualifier de monnaie, donc il est arrivé un peu comme un entre-deux et ça, c'est nouveau aussi dans les produits financiers. En dehors de l'informatique, même dans la finance, c'est un gros boom. Ne crois-tu pas qu'il justement il va évoluer vers de l'or digital aujourd'hui? D'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que l'a qualifié le président des États-Unis. C'est quand même intéressant. Alors même, ça reste la personne qu'il est, mais c'est intéressant pour l'histoire, je trouve, malgré tout, que un des présidents des États-Unis d'Amérique, puisque dans 100 ans, on n'aura pas l'image qu'on a aujourd'hui de Donald Trump, tu vois. Puisque le temps fait les choses. Tu vois, à l'époque, Général de Gaulle était vu comme un, tu vois, comme un dictateur. Et donc, dans 100 ans, on regardera dans le passé, on se dira, il y a eu un président des États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale, qui a dit que Bitcoin, c'est l'or digital, tu vois. Et beaucoup de gens diront que c'est à ce moment-là que le rôle du Bitcoin a changé et que voilà, le rôle, enfin, la réaction institutionnelle par rapport à cet asset a vraiment pris. Ouais. Oui, oui, tout à fait et je rejoins cette idée que Bitcoin est effectivement un or numérique, c'est joliment dit d'ailleurs, heu, avec, un code source et un code d'honneur qui le rend quand même drastiquement différent de l'or. C'est-à-dire que son comportement sur le marché est différent. Là où quand l'or augmente, il est possible de racheter des machines avec les bénéfices et d'extraire plus d'or, Bitcoin Et empêche cette boucle-là en ayant une, une émission monétaire qui est codée dans le marbre, qui est codée dans le dur. Heu et donc, si on veut, les mouvements de marché qu'on peut connaître sur l'or, entre les producteurs et la demande, ne peuvent pas réellement se répliquer sur le bitcoin, ad vitam aeternam. Donc oui, effectivement, mais avec un modèle différent et effectivement, il se rapproche d'un or numérique. Moi, je dirais non, juste pour, pour mettre un petit peu de, du, du feu dans le débat. Non, non, c'est ce qu'on. L'or aujourd'hui, c'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur mondiale sur les marchés. Il n'y a pas de débat. On voit dernièrement que l'or s'envole. Pourquoi? Parce réserve, qu'il y a bon, bah, il y a de la certitude. Alors après, les réserves, ça peut être plusieurs termes, mais je veux dire aujourd'hui, ouais. c'est là où va l'argent quand il y a des guerres, c'est là où va l'argent quand il y a de l'incertitude, c'est là où va l'argent finalement dans un mode défensif. Et globalement, le Bitcoin est un or digital au sein de l'écosystème crypto. Demain, si vous avez envie d'être plus défensif, vous allez passer sur du BTC plutôt qu'aller sur des actifs plus volatiles, dans les altcoins par exemple. Mais Ouais. overall, dans un marché mondial, le Bitcoin est plutôt un actif risqué. Et donc, c'est comme les actions, c'est comme plein d'autres actifs qui sont dit risqués puisqu'ils sont beaucoup très volatiles. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures au niveau du Bitcoin, puisqu'effectivement, il joue son rôle d'actif de réserve au sein de l'écosystème, mais qu'il est en train de vivre une transition au niveau de la finance mondiale. Il reste un actif risqué, mais effectivement, demain, il pourrait devenir
un or digital, mais pour d'autres raisons. Parce que justement, on a 21 millions de bitcoins qui seront à jamais disponibles. Et cette rarification en fait, de cet actif, à partir du moment où on l'utilise et qu'il devient attrayant pour la finance, il va forcément devenir de plus en plus rare et de plus en plus demandé. Et donc, il pourrait à terme devenir effectivement un actif de réserve et un vrai or digital. Aujourd'hui, c'est un fantasme, mais c'est une transition qui pourrait venir dans les années à venir. Alors moi, je vois une Tout à fait. question super intéressante sur laquelle on pourrait rebondir, je trouve, sur le chat, parce que je suis sur le chat en temps réel. Et comme on est sur Bitcoin, je trouve que c'est intéressant d'y répondre. Nora qui demande quelle menace pensez-vous que les ordinateurs quantiques vont avoir sur Bitcoin et sur sa progression et sur sa préservation, sur sa longévité. Je trouve ça vachement intéressant, puisque aujourd'hui, avec les ordinateurs quantiques, on peut théoriquement faire une attaque 51, théoriquement trouver n'importe quelle wallet, enfin la cifre de n'importe quelle wallet et tout. Et ça, je pense que c'est un bon débat, si on peut prendre 2 minutes dessus. Moi, j'ai envie de dire que quand il y aura des ordinateurs quantiques, je pense que hacker les codes nucléaires, c'est plus intéressant qu'hacker Bitcoin. Mais si c'est la priorité d'un mec qui a un ordinateur quantique, pourquoi pas, après tout. Mais justement, on a eu Manu qui est intervenu l'année dernière, qui lui a fait un torrent d'intelligence artificielle et puis qui travaille actuellement à Montréal dans une entreprise qui se dédie à ça, à faire de la recherche sur la communication quantique et comment protéger les systèmes décentralisés et les préparer aux attaques quantiques. Je pense que c'est pas encore la réponse que c'est pas encore un vrai risque dans le sens où il n'y a pas vraiment de cas d'utilisation quantique au jour d'aujourd'hui, selon lui, malgré tout ce qu'on voit et tout ce qu'on en dit. Ça Ok. viendra, mais dans tous les cas, il y aura des qui seront là-dessus et du coup, c'est on en parle beaucoup, mais c'est pas forcément si si problématique que ça. Ce que je propose par contre, c'est de laisser les questions plutôt pour la fin, si ça vous va. Ok. Ça, on se prend une petite question pour session de questions Très pour bien. la fin. Là, j'avais une question par rapport à Bitcoin pour vous. C'est qui l'a créé et quel est l'impact aujourd'hui sur l'écosystème Web3? Quel est l'impact, tu veux dire, de la présence de Satoshi et ce mystère autour de lui, quel est son impact sur l'écosystème Web3? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça a eu un impact, le fait que c'était fondé par J'ai Satoshi? envie de dire que c'est aussi ce qui lui a permis d'exister, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne derrière, identifié publiquement. C'est ce qui lui a donné encore plus de sens dans sa volonté d'être décentralisé. Et si on le définit, effectivement comme, quelque chose de libre, qui appartient à ses utilisateurs avant tout, bah, le fait qu'il n'y ait personne derrière, ça renforce cette idée. Et aujourd'hui, on dit souvent que derrière les projets Web3, il y a un héros. Il y a Justin Sun derrière Tron, il y avait Gavin Wood derrière, Polkadot, Vitalik derrière Ethereum. Et c'est vrai que, bon, il en existe d'autres qui ont pas vraiment de héros derrière eux, mais assez discret, même comme ça, j'ai pas d'exemple en tête. Et c'est Bitcoin vraiment c'est ce qui lui a permis d'exister et de lancer ce marché, je pense, avant tout, cet argument-là. Moi, je trouve que Ok. ça nourrit pas mal d'émotions, je trouve intéressantes. Une certaine peur de se dire s'il revient, qu'est-ce qui se passe? Une certaine admiration, un peu comme beaucoup de religieux pourraient avoir par rapport à leur prophète ou à leur, voilà, tu vois, il y a beaucoup, c'est ça vachement intéressant. Il y a presque une dimension vraiment presque divine à Satoshi Nakamoto, je trouve. C'est que on sait qu'il a drop ce white paper, on sait que quelques personnes ont contribué autour de lui, tu vois. Quand tu analyses les signes, un peu les symboles de Bitcoin, euh, on retrouve tout d'une religion, tu vois. Le créateur, un peu mystérieux, omnipotent, les apôtres, donc avec les contributeurs, tu vois, euh, j'ai plus leur nom en tête, mais voilà, voilà, je connais que, mais bon, bref, je les ai pas là. Et voilà, les apôtres, donc les contributeurs de Bitcoin. On a, tu vois, on a toute une éthique toute une éthique de vie autour de Bitcoin. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant. Et ça nourrit tout un sort de complot, de peur, d'admiration. C'est fascinant, je trouve. Ouais. Et du coup, la première question, c'était qui l'a créé? Donc ça, c'est Satoshi Nakamoto. C'est soit une personne, soit un groupe
qui se cache derrière un pseudo. On n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui, mais il y a plein de monde qui cherche à découvrir qui c'est. Bon, certains diront que la CIA sait qui c'est, mais bon, ça c'est un autre débat. Et la deuxième question, c'était quoi, Jérémy, du coup? Qu'est-ce que ça a comme impact, le fait qu'on ne connaisse pas qui est à l'origine de Bitcoin, pour vous, sur le monde Qu'est-ce du que ça a comme Web3? impact? Bah, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on n'a pas d'attachement à cette techno, que ce soit à un pays, à une personne, à une entreprise ou quoi que ce soit, on peut se dire que finalement c'est la monnaie du peuple. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et ce qui fait qu'on peut se l'approprier sans qu'il y ait de politique derrière, sans qu'il y ait d'intérêt quelconque à cette techno-là, et finalement la développer sereinement avec des technos libres, avec des contributeurs qui peuvent venir de partout autour du monde et justement œuvrer à faire avancer cette techno pour le bien commun. Voilà, c'est plus ça pour moi que ça a comme impact. Ok, cool. On a pas mal parlé de Bitcoin et des origines. Ce que je propose, c'est que on élargisse un petit peu le sujet. Le Web3, c'est pas juste Bitcoin, c'est un peu plus l'aspect finance décentralisée véritablement du Web3, mais ça, c'est juste du coup un point vraiment très particulier. Peut-être qu'on peut déjà élargir un petit peu en parlant du coup d'application décentralisée. C'est quoi le concept d'application décentralisée pour vous? Il y a une phrase que j'aime bien, bon, il y a plein de maximes comme ça qui veulent tout et rien dire, mais quand on parle de la finance décentralisée, c'est sympa de rappeler que assez souvent le chemin, qui a été parcouru par, les financiers et les grandes applications, institutions de la finance, modernes et du siècle précédent, ce sont des financiers qui se sont ensuite orientés vers Mm. l'informatique. En fait, avec la crypto, il y a eu un effet inverse, où ce sont Ouais. des geeks, des mecs spécialisés dans l'informatique qui se sont ensuite orientés vers la finance et qui, du coup, ont développé des applications avec des bonnes idées, du code, de la faisabilité technique et cetera. Du coup, on a effectivement une effervescence, d'applications décentralisées, qui sont des applications mais bâties sur blockchain pour, les définir en une petite phrase. Avec certaines qui aujourd'hui reproduisent des mécaniques de la finance en cassant les coûts, en cassant l'exclusion, parce que n'importe qui peut y accéder. Et voilà, globalement, ces applications-là, étant run sur une blockchain qui a un réseau qui a un réseau extrêmement résilient, inarrêtable, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, bah, ces applications revêtent les mêmes caractéristiques intrinsèques en étant développées sur blockchain. Donc maintenant, quand on voit qu'il y a des banques décentralisées qui permettent d'emprunter, prêter de l'argent, ça donne une idée de la portée de ces applis. Tu as mentionné un terme que je trouve intéressant, c'est la résilience de ces systèmes. Est-ce que l'un d'entre vous pourra en toucher un mot là-dessus? Alors j'ai plus en tête le pourcentage exact, mais le bitcoin, je crois qu'on était sur une résilience de 99,97 ou 99,7, je sais plus, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a eu une fois un souci, je saurais pas l'histoire, mais il y a eu une fois un tout petit souci, un bug sur Bitcoin et peut-être d'autres fois des petits problèmes aussi. Mais tout ça pour dire que Bitcoin est un réseau globalement, tout comme on a des réseaux de serveurs aujourd'hui au sein de Google, de Facebook, enfin tout et n'importe quoi en fait sur le web et c'est littéralement le réseau le plus résilient en termes de runtime. Donc le runtime, c'est ça qu'on cherche à mesurer avec, le pourcentage que j'évoquais juste avant. Aujourd'hui, Bitcoin a le runtime le plus élevé parmi les différents réseaux et ça traduit sa résilience effectivement. Puis, il a dû être certains ont dû songer à essayer de l'attaquer bon nombre de fois et s'il y a pas de documentation autour de ça, c'est bien la preuve qu'ils se sont cassés le nez sur, rien qu'à avoir l'idée. Est-ce qu'on peut parler du consensus proof of work ou proof of stake ou c'est trop rentrer dans les détails? Par rapport à la Mmh, résilience, ça a un impact, mais c'est quand c'est une même. bonne idée. Ouais. Ok, donc Bitcoin, mais je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, c'est un réseau qui fonctionne en proof of work. Donc pour obtenir des récompenses, il faut être capable de miner, de miner un bloc. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des machines qui tournent et qui ont des calculs, enfin, qui ont tourné des calculs et le premier qui obtient le résultat au calcul gagne la récompense de bloc et inscrit ce bloc sur la blockchain. Ça, c'est le proof of work. Donc, ça nécessite une puissance de calcul et globalement, vous n'avez besoin de rien si ce n'est la machine pour la plugger sur le réseau et participer à ce consensus. Et donc ça, c'est là où, enfin, c'est le consensus avec lequel fonctionne Bitcoin.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ce sujet-là, mais on peut peut-être l'aborder. C'est intéressant du coup. Euh, on a parlé beaucoup de Bitcoin en disant que c'était quelque chose qui n'était pas du tout écologique. Pourquoi? Parce que justement, ça nécessite beaucoup de puissance de calcul. Et l'industrie aujourd'hui s'y intéresse, non pas pour ce côté non écologique, mais plutôt pour sa capacité, au contraire, à permettre de développer des énergies renouvelables. Et il y a un gros débat. Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus. Je vais peut-être lancer le truc, sinon je vais parler pendant 10 minutes. Mais Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté? déjà, c'est un peu problème parce que on met pas du charbon c'est pas des mines à charbon, c'est pas des centrales à charbon avec lesquelles on nourrit Bitcoin. C'est souvent la plupart des mines Bitcoin, elles sont posées à des barrages hydroélectriques. Ils récupèrent très souvent de l'énergie voilà, il y a un pourcentage de perte ou alors de toute façon c'est de l'énergie hydraulique, donc il n'y a pas vraiment de souci de. Enfin, j'ai plus la stat, mais voilà, il y avait une étude qui était sortie de je sais plus quelle grosse institution, et en soi, Bitcoin est il me semble, à près de 50% écologique. Donc, c'est déjà mieux que tout ce qu'on peut voir dans le monde. C'est un moyen effectivement de monétiser le surplus d'électricité. C'est Et ça. il n'y a pas d'autres moyens autant compétitifs aujourd'hui que Bitcoin, étant donné qu'il a une portabilité. L'électricité peut provenir de n'importe où, le réseau ne fait pas la différence. Euh, et donc c'est un moyen, et ça a été très bien compris, notamment par le Texas, hein, qui a eu des lois pro-minage Bitcoin, euh, qui permettent quelque part une transition énergétique accélérée, j'ai envie de dire, avec des pincettes, et même de dégager des bénéfices pour l'État en lui-même et pour les créateurs d'électricité dans cet État. Complètement. Ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est ce surplus énergétique, ce surplus vert d'énergie qui est intéressante pour le minage de Bitcoin, parce que l'avantage du réseau Bitcoin, c'est qu'on peut plugger des machines derrière ces éléments qui produisent de l'énergie, et donc du coup les financer, parce qu'on sait qu'on va avoir un retour sur investissement puisqu'on a des mineurs de Bitcoin derrière, surproduire, et le jour où on a besoin de cette énergie, comme le fait le Texas, on coupe les mineurs de Bitcoin et on envoie un surplus d'énergie sur le réseau pour fournir de l'électricité pour le chauffage ou pour les climatisations quand il y a des besoins qui sont puissants. Donc c'est là que Bitcoin a trouvé son intérêt au niveau de l'industrie aujourd'hui. C'est justement tout ce qui fait que je pense de grosses institutions s'intéressent à ça. Et du coup, on avait C'est parlé de Proof of c'est- Stake. c'est toujours une attaque facile. C'est toujours une attaque facile, Jérémy, parce qu'en fait, pour ceux qui ne croient pas qui ne croient pas en Bitcoin, en fait, ce sera toujours trop d'électricité consommée pour ce réseau. Donc, la plupart des gens qui avancent cet argument, déjà, ils ne croient pas en ce pourquoi Bitcoin existe. Donc, voilà, ce sont des gens qui trouveront toujours des choses à dire. Ouais, au-delà de la puissance électrique, c'est la puissance informatique aussi de calcul. Oui. Donc oui, aujourd'hui, être capable d'attaquer Bitcoin, ça représente un coût phénoménal. Donc ouais. Mais du coup, ouais, je veux bien qu'on continue à parler de ce sujet-là, parce que ça, au final, c'est un peu l'origine de la décentralisation et comment on est arrivé à une résilience de ces systèmes-là aussi forte. Et ça a été l'origine véritablement de tous les systèmes décentralisés. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas le seul modèle de décentralisation qui existe. On est sur des systèmes qui sont évolutifs. Il y a une nouvelle upgrade qui est passée hier encore sur Ethereum. Et du coup, c'est des systèmes qui évoluent. Aujourd'hui, on est sur d'autres modèles comme le Proof of Stake. Est-ce que l'un de vous parlait un petit peu de ce gros changement-là qui s'est fait sur Ethereum il y a un an et demi, 2 ans, c'était Alors, ça? j'ai Septembre une question 2022. j'ai une question à ce propos. Avant septembre 2022, ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils travaillaient là-dessus. J'en avais déjà entendu parler en 2018, il me semble. Est-ce qu'ils avaient fait un vote pour savoir s'il fallait passer Ethereum au Proof of Stake ou pas? Bonne Au sein question. de la gouvernance d'Ethereum, il n'y a pas réellement de vote, hein. C'est des discussions qui sont faites entre tous les développeurs et les Ouais, entités. Mais bon, pour Le- moi, il y a eu beaucoup de d'accord. débats avant qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il fallait aller sur le Proof of Stake. Et effectivement, des mineurs validateurs qui décident de switcher sur la nouvelle upgrade ou non. Et du coup, ça Oui, forque le réseau. C'est plutôt comme ça que le vote se fait. ouais, ouais, ouais. du coup, qui part sur le Proof of Stake? Qui se lance là-dessus? Thibaut, il est chaud. Bah écoute, moi je sais que avec le recul d'aujourd'hui, on s'aperçoit que Ethereum n'a plus la même superbe, alors que ce soit pour le Proof of Stake. Là, j'essaie d'abord de faire un état des lieux en se disant
ok, Ethereum, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Déjà, en fait, pour moi, de toute façon, le prix reflète complètement la technologie, son utilisation. Même si beaucoup me diront que c'est pas vrai. Le fait que Ethereum n'ait pas bougé sur ce bull market et qu'il se soit terminé sans qu'Ethereum fasse une nouvelle ATH et qu'il atteigne même pas sa précédente ATH, ou alors il me semble qu'il l'a atteint, mais il est retombé directement, est très décevant. Et en plus de ça, on a quand même, c'est vrai, une personnalité Vitalik très discutée, et le passage au proof of stake aujourd'hui avec le recul, j'ai l'impression que beaucoup s'en plaignent. Les frais n'ont pas réellement changé. Alors, je sais que c'était pas fait pour ça, mais tout de même, c'est quand même quelque chose sur l'UX d'Ethereum. Donc, les frais n'ont pas vraiment changé. Là, sont en train de baisser. Il me semble qu'ils ont baissé le nombre d'Ethereum minimum pour hold, parce que 32, ça faisait beaucoup pour un Ethereum à 3000 quand même. Niveau décentralisation, on n'est pas au top. Et en plus de ça, moi, je suis pas assez technique pour te dire ce qui est le plus décentralisé, mais juste de mon œil, j'ai envie de te dire que Bitcoin est plus décentralisé. Parce qu'en fait, en fait, demain, une banque, elle veut attaquer Bitcoin. Bon, faut qu'elle loue de la puissance de calcul, tu vois. Faut qu'elle, ou alors si elle veut juste en posséder une partie, comme elle serait un shareholder du réseau Bitcoin, faudrait qu'elle fout des installations, mettre des gens en manutention, entretenir, payer l'électricité, avoir un mec qui gère les Bitcoins minés, tu vois. Ça demande quand même une grosse organisation. Et j'ai l'impression que pour être un mineur Bitcoin, il faut aussi être drivé par autre chose que l'argent. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, alors que Ethereum, bon, bah, tu fais un chèque en blanc, t'imprimes 100 milliards, tu vois, t'achètes 100 milliards d'Ethereum, tu deviens des main shareholders, entre guillemets, du réseau, tu vois. Je sais pas si on peut résumer ça aussi simplement, mais en tout cas, de mon point de vue, Bitcoin reste toujours beaucoup plus décentralisé. Et en plus de cela, le marché a choisi, puisque Bitcoin a fait une nouvelle ATH, Bitcoin performe, et la courbe ETH versus BTC dump constamment depuis 3 ans, en faisant nouvelle ATL sur nouvelle ATL. Voilà. Ouais, on a peut-être trouvé un point bas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la force relative entre les deux jetons, elle est clairement en faveur de Bitcoin. Après, le proof of work est forcément plus décentralisé parce que tu peux accéder au réseau sans avoir à mettre un sou, enfin, si ce n'est le matériel, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le proof of stake, lui, impose de mettre en gage du token et donc d'avoir un investissement qui est quand même assez important, qui s'élevait à 32 Ethers donc jusqu'à présent sur le réseau Ethereum. J'ai pas vu qu'on avait baissé le minimum à stake. Je sais qu'on a augmenté le maximum par contre. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2048. Et il y a eu des discussions sur le fait de baisser le nombre de TH qu'on pouvait staker pour justement favoriser la décentralisation, pour que tout le monde puisse avoir dans son salon finalement un nœud Ether pour participer au consensus du réseau. C'est l'idée. Ouais. Plus il y a de machines du monde, plus il y a de machines dans des sites physiquement séparés. C'est forcément intéressant pour la décentralisation parce que tout à l'heure, on l'a évoqué, le côté robustesse, le côté résilience est aussi lié à l'importance et au déploiement du réseau, puisque forcément, si tu as par exemple tous les nœuds qui sont hébergés dans un data center de Google et que ce data center est coupé, bah, forcément le réseau il est mort parce qu'il n'y a plus de validateur pour le faire tourner. Bon, évidemment, je parle d'un cas très précis pour faire comprendre le pourquoi la décentralisation elle est importante. Mais voilà, aujourd'hui, Ether tourne en proof of stake, donc il nécessite un gage. Des nœuds sont répartis un petit peu partout dans le monde. Ça reste un réseau décentralisé. Là, c'est toujours la question que je pose parce que j'ai souvent des discussions avec des bitcoins maximalistes et ils parlent de décentralisation. Aujourd'hui, en informatique, moi, informaticien, gestionnaire de parc informatique et de salle serveur, pour moi, un réseau est décentralisé à partir du moment où j'ai 3 sites différents qui sont en capacité de faire tourner les mêmes serveurs. Aujourd'hui, sur les cryptos, on est sur des systèmes qui sont complètement décentralisés, où on a 100 sur le réseau Cosmos, jusqu'à des milliers, voire des Je crois qu'on est millions. à 10-12 000 sur Ethereum. Comment? Je crois qu'on est actuellement à 10-12 000, la dernière fois que j'ai regardé sur, Ouais, voilà. sur Ethereum. Donc en fait, c'est ça, je pense que c'est une bonne question à lever, c'est en fait, quand on parle de décentralisation, c'est où sont les limites et les besoins véritablement de la décentralisation. Aujourd'hui, est-ce que sur Ethereum, avoir 10 000 ordinateurs qui fournissent et activent Ethereum, c'est suffisant? Peut-être que oui. La preuve, depuis 2015, son initialisation, au final, il n'y a pas une seule seconde où il y a eu un moment où Ethereum n'a pas été disponible. Il y a 100% de uptime, il y a peu de systèmes informatiques dans le monde qui peuvent se vanter de ça. En tout cas, il n'y en a pas d'autres à ma Complètement. connaissance. Complètement.
Donc oui, Ethereum est décentralisé, moins que Bitcoin sans doute, mais ça reste un réseau qui est très décentralisé et qui répond aux besoins aujourd'hui de ce qu'on a envie de développer sur cette chaîne, et donc programmable, contrairement à Bitcoin qui ne l'est pas. Bah, on regarde le nombre de contributions et le nombre de gens qui lancent des trucs sur Ethereum, Ça et, baisse. et même la volatilité, qu'on appelle ça, non, c'est pas la volatilité du token, c'est la vélocité du token ETH. Bah, en fait, il est beaucoup moins, de moins en moins utilisé. Maintenant, l'ETH, c'est majoritairement des whales et des holders. C'est plus des gens qui vont l'utiliser. Les ETH qui sont utilisés, ils sont utilisés sur les L2, donc plus vraiment sur le mainnet. Et Ouais, il y a de moins en moins, ça, et je il y a pense de que moins c'est en un moins de sujet. développeurs. Ça, je pense que c'est un sujet du coup qui est intéressant. Parce qu'au final, l'écosystème Web3. Aujourd'hui, on n'est plus sur un écosystème où on est juste binaire, où c'est Bitcoin ou Ethereum. Il y a plein d'autres écosystèmes qui sont là et qui sont source de plein d'innovations différentes dans une multitude de secteurs. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on touche un petit peu ce domaine-là. C'est pour vous, du coup, c'est quoi votre inspiration pour avoir travaillé des années dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, la décentralisation dans différents domaines et comment était votre expérience en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là? Je pense que Léo, t'as plein de choses à dire là-dessus, hein. Ouais, puis en plus, un point très important pour rebondir et re-rentrer un peu dans le débat du layer 2. Sur Bitcoin aujourd'hui, il y a toute une floraison de différents layer 2. Il y a le projet Stacks qui existe depuis longtemps. Et on arrive donc à build. Alors, il y a des gros soucis, hein. Stacks devait résoudre les soucis avec une mise à jour. Finalement, c'est un peu mieux, mais c'est toujours assez catastrophique. Quand vous allez faire un bridge d'assets, ça va prendre. Il y a un an, ça prenait une journée à arriver le bridge. Quand c'était vers la blockchain Stacks, donc du layer 1 vers le layer 2. Et il y a des applications qui se développent sur Stacks, mais c'est encore très peu. Je crois que sur les applications qui ont un peu de valeur loquée, on doit être à peine à 10 ou 15 applications. Donc c'est très très peu. Et du coup, le monde du layer 2 est en train de changer avec l'arrivée des layer 2 sur Bitcoin. Peut-être que c'est juste une mode et que finalement des impasses techniques ou des améliorations techniques sur Ethereum ou Solana ou qu'importe vont faire que cette mode va s'estomper. Mais c'est bel et bien présent maintenant. Ça a l'air d'être assez incontournable quand on build. Étant donné qu'il y a certains layers 2 sur Bitcoin qui ont réussi à proposer une portabilité simplifiée pour ce qui est build sur Ethereum, donc à savoir de l'Ethereum, enfin de l'EVM. C'est-à-dire que l'environnement de développement sur certaines surcouches de Bitcoin est identique à l'environnement de développement sur Ethereum. Donc ça, c'est une promesse aussi qui est assez forte. C'est notamment la promesse du projet Core, CORE. Et donc, bah, aujourd'hui, ouais, il y a une vraie question qui se pose de fragmentation des projets. Quand je veux lancer un projet, quand j'ai un projet existant, que je me développe sur plusieurs blockchains, heu, sur plusieurs layers en même temps, bah, à ce moment-là, tu dois gérer la liquidité minimum présente sur chaque chain pour que ton token puisse rester échangeable, fois le nombre de chaînes. Tu dois faire des partenariats avec des bridges pour, que ton token soit transférable. Tu dois gérer également si tu as des applications décentralisées qui fonctionnent en multi-chain, ça va commencer à faire des liquidités qui vont être vraiment isolées entre ces applications-là. Donc on va avoir une TVL, donc valeur bloquée, pour Avalanche, une valeur bloquée pour Polygon, une valeur bloquée pour, Core sur Bitcoin. Et donc, comment gérer pour les applications et les builders, ce type de contraintes aujourd'hui? C'est un problème. Alors Vitalik en avait un peu parlé avec sa vision endgame, qui était que Ethereum, pour revenir dessus, était un internet, de la valeur. Je crois que c'était un peu ça l'idée, qualifié comme ça. C'est-à-dire Internet of Value, ouais. ouais, Mhm, Ethereum mhm. serait le endpoint, de layer 2, layer 3, voire même des super chains, les layer 4, encore un truc qui est au-dessus. Mais bon, tout ça, je crois que c'est encore un peu plus de la science-fiction, aujourd'hui qu'autre chose. Mais il y avait cette vision effectivement que Ethereum, il reste fort dans le sens où c'est le on point de ces réseaux-là. Dès lors que Bitcoin commence à build aussi du L2, on top de son réseau, à voir, peut-être que le endgame, n'est pas aussi clair maintenant, mais pour moi ça reste, mélioratif pour Ethereum, ça reste un point positif.
qu'on build en surcouche, que le jeton ETH ne soit pas forcément utilisé en l'état et qui serve au contraire à maximiser la sécurité du réseau, sa résilience pour qu'il reste un endpoint pertinent. Et du coup, Pas ouais, grand-chose à rajouter. est-ce qu'on peut discuter un petit peu des différents cas d'utilisation? On a beaucoup parlé de théorie, mais des cas d'utilisation un petit peu plus concrets pour quelqu'un qui serait moins technique, Alors, au final, quel ouais, impact ça peut avoir au quotidien, la décentralisation? vachement Il y a intéressant. l'aspect monétaire et DeFi, effectivement, mais il y en a plein d'autres. Ouais, exactement. C'est exactement l'exemple que je voulais prendre, moi. Sur AAVE, AVE. Mhm. Vous m'entendez? Ok. Oui. Ouais, vas-y, vas-y. C'est vachement, pour moi, c'est le cas d'usage le plus intéressant. C'est d'ailleurs la première chose pour laquelle je pense a été construite Ethereum. Ethereum, on l'appelle souvent, comme tu as dit, Internet of Value. Et dans Value, il y a valeur. Et donc, dans valeur, bah, il y a transmission. Comment tu échanges de la valeur, en fait, sur Internet. En gros, Ethereum, ça a résolu comment tu échanges de la valeur sur Internet et comment tu crées des cas d'usage autour de cet échange de la valeur sur Internet, de manière à ce qu'il n'y ait pas une entité centrale qui va dire, oui, mais toi, tu as le droit parce que tu viens de tel pays, mais toi, tu n'as pas le droit parce que tu viens de tel pays. Ah oui, mais toi, tu n'as pas assez. Ah oui, mais toi, regarde les lois dans ton pays, elles t'interdisent de faire ça. Non. Ethereum, il est venu résoudre tous ces problèmes-là. Et donc, un des cas d'usage les plus intéressants que moi j'utilise depuis des années, qui est Aave, A-A-V-E, Aave, vous pouvez regarder sur Google, c'est la première banque décentralisée. Ça te permet donc, par exemple, de déposer du Bitcoin, de l'Ethereum ou de n'importe quoi. Alors là, tu as le token Aave, Samuel, mais tu as aussi la DApp, donc le protocole qui donc du coup, dont le token est issu. Et donc sur ce protocole, sur cette application décentralisée, sur cette DApp, tu peux du coup, par exemple, déposer de l'argent dans ce qu'on appelle un vault. C'est une espèce de gros dossier qui réunit différents autres dossiers. Tu vois, tu as des dossiers, tu as des sous-dossiers. Et, euh, et donc, du coup, tu peux déposer de l'argent dans ce vault et gagner des intérêts, comme ferait une banque avec ton argent, sauf que toi, elle te donne une miette de ce qu'elle gagne avec l'argent des autres. Parce que là, une banque, vous savez ce que c'est, hein? Une banque, c'est donnez-moi votre argent, vous inquiétez pas, elle est assurée, puis on la fait travailler pour vous. D'accord? Et puis, de son l'État, il nous fait confiance. Vous voyez? Ils prennent ton argent, ils vont voir une autre banque, qui est la banque d'État plus institutionnelle, qui va dire, regarde, moi j'ai 1000 euros, maintenant prête-moi 100 000. Tu vois? Parce que bon, il a le Et droit, c'est comme ça. l'un des cas d'utilisation de AAV que je trouve Voilà. assez intéressant aussi, c'est qu'au final, c'est un protocole qui permet aujourd'hui à n'importe qui, sans apporter aucune preuve, d'emprunter des millions de dollars juste à partir du moment où tu es capable de soumettre une transaction qui prouve que tu vas être capable de la repayer. Ça peut être emprunter de Ouais, l'argent à un tel endroit, faire des opérations qui vont générer un bénéfice et les rembourser. Et si tu es capable de soumettre une transaction qui comprend tout ça dedans, tu as besoin de la permission de personne, tu n'as même pas besoin de relever ton identité, tu peux le faire et c'est c'est ouvert à fou, tout le monde. T'as quand même un c'est fou. collatéral à déposer sur AAV, hein. Pas pour du Oui, flash loan. mais Ah pour? Pas pour faire du flash loan. L'exemple que je donnais sur AAV, Ah c'est ok. la partie flash loan de AAV, et là, il n'y a pas du tout de collatéral. Jérémy, il est ouais, dans mais le les gens, ils chat. savent pas comment ça fonctionne, mais ouais. Ok, DeFi c'est une chose, ça du coup c'est plus le côté DeFi. Après, il y a d'autres sujets comme par exemple la gouvernance décentralisée ou les real world assets ou l'identité décentralisée, le game décentralisé, l'IA Ouais. décentralisée. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent Tout particulièrement, ce, Léo et Coban? tout ce qui commence par D, hein, ça n'a rien à voir avec One Piece, mais tout ce qui commence par D, globalement, c'est décentralisé. Alors, j'ai envie de parler un peu de la genèse des cryptos pour arriver là-dedans, pour expliquer la philosophie du délire et voir comment on en est arrivé là. Mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps que je rentre dans ce débat-là. Et globalement, l'idée, c'est de la décentralisation. Tout à l'heure, on en a parlé un peu de la philosophie du Bitcoin. L'idée, c'est de permettre en fait à des gens de se regrouper et d'apporter en fait de la valeur à un projet quelconque. Et ça, c'est en fait le fantasme qu'on a beaucoup de gens ont aujourd'hui. Et on en a brièvement parlé tout à l'heure. Et à l'opposé, il y a le côté financier, le côté argent, et les deux s'opposent un petit peu et parfois se rejoignent. Et je pense que la réalité du futur est là entre les deux. Donc, je parle de ça parce qu'on a souvent, tu vois, la crypto qui a surtout en France, qui a
une mauvaise image, que ce soit les NFT. Alors, tu vois, les joueurs, par exemple, ils veulent pas aller sur des jeux NFT parce qu'il y a des cryptos derrière et que les cryptos, c'est le mal. Mais finalement, c'est pas forcément le mal. C'est juste l'avenir qu'on est en train de construire étape par étape. Et forcément, il y a des dérives et les gens doivent s'éduquer pour justement aller correctement vers cette technologie-là. Et donc aujourd'hui, on a effectivement, j'ai vu dans les notes que tu as rajouté Degov. Donc ça, je pense que c'est un truc, Jérémy, qui est pour toi parce que tu adores ce genre de truc. Et Complètement. la gouvernance décentralisée, donc ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé depuis 2020, à savoir que on a un projet, on a besoin d'avoir une direction pour ce projet-là, et cette direction, elle se peut se faire de manière décentralisée. Et donc, on peut avoir des gens qui, en détenant des jetons de ce projet-là, peuvent discuter, échanger et voter pour décider d'aller dans une direction ou dans une autre, pour décider de développer le projet d'une façon ou d'une autre. Et voilà, c'est globalement tout ce qui est décentralisation des gouvernances. Et donc, on a tout un tas de projets qui tournent autour de cela et qui impliquent effectivement d'avoir des gens qui se regroupent pour une idée ou pour faire avancer quelque chose. C'est le cas de la science décentralisée. Donc, on a des réseaux de scientifiques qui peuvent intervenir et obtenir des récompenses pour telle ou telle contribution, sachant que ces contributions, elles vont être horodatées, elles vont être déposées sur la blockchain. Demain, ils pourront avoir donc de la reconnaissance pour tout ce qu'ils ont permis de faire. On a, bon, voilà, le DID, tu en as parlé, mais je vais peut-être laisser à mes copains le soin de parler d'autres sujets. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que peut-être pas encore vu venir et qui arriveront dans les années qui viennent avec tout le côté financier comme la RWA. Je peux aborder aussi si tu veux un petit peu après. On avait parlé déjà sur la précédente table ronde de la partie AI, donc qui est très intéressante avec la crypto parce qu'on va adresser des problèmes de sécurité, des problèmes également sur le uptime. Et donc aujourd'hui, dans la pipeline de l'AI, on a des projets qui vont se mettre dans le machine learning avec, en fournissant de la puissance de calcul pour entraîner les modèles, d'autres qui vont se mettre dans la data collection, donc collecter un maximum de données qui sont cleanées, qui sont trust, pour entraîner les modèles d'IA. Il y en a d'autres qui vont se mettre, un peu comme sur le machine learning, qui vont se mettre sur l'inference pour permettre au modèle de run et de répondre aux sollicitations en direct. Et donc dans c'est aussi je pense que ça fera partie de l'horizon IA. Enfin, on a même vu aujourd'hui la DeFi AI, qui arrivait, qui permet de programmer intelligemment des actions, sur ton portefeuille directement, sur des plateformes de DeFi. Et globalement, l'IA, ça fait partie de cet environnement-là. Pour pour remonter un peu plus à la surface et pas rentrer dans un type d'application en particulier, faut vraiment se rendre compte que en plus d'être des layers sur lesquels on peut développer des applications, les cryptos sont des monnaies programmables. Et le fait d'avoir une monnaie programmable, dans un environnement qui est trusté et dans un environnement où tout est data drivé parce que toutes les infos sont transparentes, c'est très intéressant. Je veux pas du tout lancer de débat politique, mais si par exemple aujourd'hui on pouvait rediriger l'inflation et voter comment est-ce qu'on redirige l'inflation sur des centres économiques précis, avec, un système de council qui viendrait valider parce qu'avec leurs connaissances économiques, ils pourraient dire: «Non, ça a un non-sens, ça a du sens, ça c'est dangereux, ça c'est faisable» et cetera. Alors certains pays, je crois comme l'Australie, l'ont un peu fait, hein. Ils permettent aux gens de voter, dans quel endroit, qu'est-ce qui a le plus de poids, dans ce que tu voudrais que tes impôts soient réinvestis, enfin les impôts qu'on prélève. Et puis je crois qu'il y avait eu l'idée aussi en France, sous Attal, de faire quelque chose comme Mmh. ça. Mais en Mmh. gros, ça, c'est tout à fait possible pour monsieur et madame tout le monde de le Ouais, développer sur mais je pense blockchain. c'est ça, je pense qu'on a déjà des exemples au final, de terrain. Alors on peut appeler ça des proof of concept parce que c'est pas encore, hyper global comme chose. Mais par exemple, on a des DAO comme Optimism, où au final, c'est une blockchain qui est construite par-dessus Ethereum et l'intégralité du coup des frais qui rentrent sur Optimism rentrent dans le même wallet et c'est l'ensemble de la communauté, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui prennent les décisions ensemble de comment cet argent est parti de la communauté. C'est sur 2 ans, Mais aux alentours de 80 millions d'euros. On n'est pas encore sur des modèles de gouvernance communautaire extrême, il y a déjà, mais c'est déjà venu. Mhm. il y a déjà des concepts de DIGOV dans les programmes politiques aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, les deux partis extrêmes d'opposition euh, proposent ce qu'on appelle le RIC,
Donc le référendum d'initiative populaire, bref, le référendum d'initiative communautaire, je sais plus, bref, du peuple. Et ça, c'est la première brique, tu vois, d'une gouvernance décentralisée. Alors, c'est pas encore on-chain, mais déjà, on arrive à avoir des concepts similaires, tu vois. C'est vachement intéressant qu'aujourd'hui, ça commence à être un sujet réel, en fait. Que les gens sont éveillés, quoi. Ils savent ce qui se passe. Oui, c'est une vraie force de cet écosystème parce qu'aujourd'hui, réussir à organiser, coordonner 30, 100, 1000 salariés dans une entreprise, c'est quelque chose qui est faisable. Donc il faut tout un système un peu, j'ai envie de dire pyramidal, qui remonte vers la tête de décision avec des managers, des ressources humaines, etc. Mais par exemple, réussir à faire ça sur un État entier avec 60 millions de personnes, ça va être plus complexe et la blockchain en tant que substrat, heu, je défends l'idée qu'elle permettrait ce type de système. Par contre, faudrait je dis pas que tout doit être run sur blockchain non plus, mais on n'en est pas loin. Il faudrait quand même une transition de beaucoup de choses, qu'en tant que citoyen on fait et la blockchain est un substrat intéressant et j'ai envie de dire même incontournable si on veut build, à grande échelle des systèmes décentralisés, partagés, coordonner des foules, des comportements, des intérêts et cetera. Ouais, Et c'est déjà là tout le la système pardon. Oui, oui, enfin, je voulais juste rebondir et dire, c'est ça qu'on appelle monnaie programmable, à grande échelle. Mmh. Ok. Ce que je voulais rajouter, c'est déjà tout le système de vote, tu peux le rajouter sur la blockchain. Ça fait totalement sens et il y a déjà des initiatives dans ce sens-là et toute la partie référendum. Moi, honnêtement, j'ai jamais Ouais. compris pourquoi on n'allait pas dans ce sens-là, au niveau du gouvernement, français ou autre, hein, et de se dire: «Bah, finalement, on veut avoir plus d'avis de la population. On met en place un système de référendum qui coûte moins cher», que des référendums aujourd'hui, ça coûte une fortune et tu peux les push sur la blockchain et au final, bah, tu as le résultat que tu attends et une traçabilité qui est sans faille, quoi. De Parce que transparence d'un coup. ouais. Sans la blockchain, tu peux pas vraiment savoir s'il y a eu de la triche ou pas, parce que en fait, aujourd'hui, les votes peuvent être manipulés. On voit bien que le dernier référendum qu'ils ont fait en France, bah, il a été poussé, même malgré que les Français disent non en majorité, ils l'ont quand même fait. Donc en fait, bon, Ah, il y a que même la aux blockchain dernières élections présidentielles aux États-Unis, ça a été un gros débat. Ouais, est-ce qu'il y a eu des abus, dans quelle proportion? Et complètement, ça a complètement. occupé pas mal d'esprits, alors que Ouais, en ouais. 2025, on a aujourd'hui des solutions qui permettraient Bah, de se si tu as décharger le de Mais il faut pas VIP oublier ça. qu'ils ont pas intérêt à faire ça, hein, en fait. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ils ont pas intérêt à faire ça. Si tu regardes aujourd'hui dans les programmes scolaires, nous, à l'époque, on lisait 1984 de George Orwell. Aujourd'hui, on le lit plus au collège. Essaye de réfléchir pourquoi on le lit plus. c'est trop vieux, non? Non, c'est pas ça. C'est trop accurate. C'est trop dans l'air du temps, en fait, de 1984. Mais non, mais tu sais, le livre sur la naissance de dictature, tu vois, de George Orwell, putain, tout le monde connaît ce livre sur Oui, les oui. déviances, voilà. Et sur les déviances des États euh, qui deviennent des États totalitaires. Aujourd'hui, les étudiants ne lisent plus, simplement parce que bah, c'est un manuel, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. On est en Donc, plein ils n'ont dedans. pas Oui. tellement intérêt à mettre de la blockchain dans tout ça. Ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, run un système à grande échelle comme le fait un gouvernement avec un pays sur blockchain apporte différents avantages, que ça soit sur le fait de truster les informations, truster les participants, mais également traquer les KPI, à une échelle qui n'est juste pas possible dans la vraie vie. On peut, et on le voit avec les applications décentralisées, on peut remonter toutes sortes de KPI, donc de métriques clés, propres à une application décentralisée et ne serait-ce que le faire avec des régions qui constituent ton pays, c'est difficile. Alors, Et en temps réel, imaginez du si coup, on ça devait le permet faire une sur chaque coordination. participant, à une échelle granulaire où on rentre sur chaque participant. Donc la blockchain permet ça et en gros, nous, en tant que développeurs, si aujourd'hui on se met sur blockchain, par exemple, on peut se dire que c'est un des substrats qui permet de travailler avec les KPI le mieux possible. Donc vous pouvez data driver beaucoup d'actions sur votre application blockchain, chose qui va être très difficile de faire dans la vie réelle. Oui. Et ce qui permet ça, c'est la blockchain, parce que la blockchain est un registre, une base de données publique, finalement, qui est lisible par tous. Et gratuit, de lecture pour tout le monde. La partie payante, c'est que pour y participer et créer des transactions.
On arrive quasiment à 1 heure. J'aimerais bien vous poser une dernière question parce que je pense qu'il y avait des points intéressants par rapport à ça. En termes d'opportunités professionnelles, alors là je parle pas du tout d'investissement ou quoi que ce soit, mais juste en termes d'opportunités professionnelles pour travailler dans le milieu du Web3, est-ce que vous avez des choses à partager, des conseils à donner? Les développeurs sont très recherchés. Voilà, ça c'est clair qu'aujourd'hui dans le Web3, les développeurs, c'est un peu la clé de tout. Évidemment, les développeurs Solidity, Rust, principalement, à ma connaissance, mais voilà, c'est vraiment un axe à creuser qui d'ailleurs offre des bons salaires. Donc clairement aujourd'hui, si j'étais développeur et que je devais aller chercher un secteur d'activité, pour moi ça serait clairement le Web3. Ouais. Léo et Thibaut, vous avez des choses à rajouter par rapport à Oui, ça? j'ai pas entendu la question, ça avait bugué. Je disais en termes d'opportunités professionnelles, que ce soit pour entreprendre ou travailler Oui. professionnellement en tant que développeur, est-ce que vous voyez un intérêt particulier au Web3? Bah, alors, les développeurs peuvent et sont majoritairement des entrepreneurs, hein, en tout cas dans l'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a jamais eu un meilleur temps pour entreprendre dans la crypto euh, et de lancer une application parce qu'en fait, l'écosystème bouge très très vite. Et en fait, si tu arrives à trouver une solution à un problème évident et que tu es assez rapide pour créer cette solution-là, bah, ça prendra en fait. Ça prendra et tu arriveras à gagner ta vie, à lever de l'argent ou même avoir une très bonne expérience. Donc, pour entreprendre en crypto, il y a jamais le meilleur moment. Et comme dit Cobain, bah, il n'y a jamais eu de meilleur moment aussi pour être développeur Rust ou Solidity. Donc, en effet, je sais que ça recrute. Alors après, il faut toujours faire ses armes, mais bon, l'avantage de la crypto, c'est que majoritairement open source, tu peux faire tes propres trucs dans ton coin et skill up euh, rapidement, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est que tu peux aujourd'hui démarrer en tant qu'entrepreneur. Tu as des facilités quand même à lever de l'argent sur le marché de la crypto avec bah, les possibilités offertes par la blockchain en elle-même. Donc intrinsèquement, tu bâtis quelque chose sur blockchain, tu lances ta crypto, tu as une possibilité de lever qui va être quand même décuplé. Surtout, tu as un accès plus rapide à l'argent, tu peux disposer de l'argent pour ton écosystème, ta communauté. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est alors, pourquoi entreprendre dans la blockchain? C'est aussi sur le bootstrapping. C'est-à-dire que lorsque tu lances un projet et que tu y attaches une crypto-monnaie, tu vas disposer d'une masse monétaire incitative que tu peux rediriger vers un levier de croissance précis ou plusieurs leviers de croissance. Chose qui n'est pas donnée à toutes les applications, on va dire Web 2. Alors, certes, il y en a qui fonctionnent avec des systèmes de points, de coupons qui sont échangeables chez des partenaires. Mais le fait de pouvoir développer avec une masse monétaire incitative qui est disponible sous ton coude, Heu, c'est très intéressant. Donc si tu as des bonnes idées, qu'effectivement tu es un peu développeur, puis tu es bidouilleur et tu peux apprendre très vite, c'est un écosystème qui est très intéressant pour ça. Et en plus qui offre, vu que c'est un écosystème qui avance très vite, qui est sorti un peu de nulle part, que personne n'a vu venir, qui offre à des gens qui n'ont pas un parcours académique traditionnel, de rentrer sur cet écosystème et mettre tout le monde d'accord avec des proof of work. Alors c'est le cas dans d'autres écosystèmes, hein, mais la crypto, avec des proof of work, tu peux aller claim n'importe quel boulot aujourd'hui. Proof of work ou proof of concept? Du coup, ça fait un peu, avec le consensus, Bitcoin, Oui, je veux dire des proof of work, c'est-à-dire que tu as commit de l'énergie dans des projets, tu peux le montrer, tu peux démontrer des choses que tu as créées. Tu as par exemple, research analyst, tu as des papers, que tu as rédigés. Heu, Développeur, bah, tu as des dApps que tu as run, que ça soit en testnet, en mainnet. En fait, c'est ça que j'entends par proof of work. C'était ouais, pas tu en rapport avec le consensus, ouais. Ouais. capable Moi, de pour avoir été montrer dans tes capacités, l'écosystème, quoi. ouais. Mmh. Moi, pour avoir été dans l'écosystème depuis quelques années et puis avoir professionnellement gagné de l'argent en tant que contributeur de différents DAO, j'ai vu l'impact par rapport à mon début sur aujourd'hui, justement de ces proof of work, cette capacité de pouvoir montrer des contributions parce qu'elles sont open source et des preuves de travail et comment du coup ça peut faire effet un peu boule de neige sur les opportunités que ça ouvre. Yes. Ah, le Ok. Web3, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle, hein, pour les développeurs. Ça, il y a vraiment pas de sujet. Moi, dans mon parcours, d'informaticien, j'ai fait du développement, mais j'ai jamais creusé à fond cette partie-là
l'informatique, et il y en a beaucoup, hein, dans l'informatique, des secteurs. Je pense qu'il y a des gens qui font vite l'amalgame en disant: «Tu es informaticien, tu sais tout faire», mais non, tu es informaticien, tu es développeur, tu travailles sur le réseau, tu travailles sur le système, enfin bref, vous avez compris le concept. Et si vous voulez creuser un secteur d'activité aujourd'hui en développement qui est porteur et qui vous permettra de bien gagner vos vies, je pense que le Web3, il y a vraiment pas de sujet, c'est le secteur dans lequel il faut aller. C'est un secteur en croissance? Est-ce que c'est un secteur en croissance? Oui, j'espère. J'espère que demain, ça va pas dans le mur, mais non, c'est clairement un secteur de croissance. Les cryptos, c'est l'avenir, hein. Je pense que les personnes qui sont aujourd'hui dans cette table ronde en sont sans doute convaincues, donc sinon elles ne seraient pas là. Mais oui, c'est un secteur d'avenir, clairement. On a eu un Il y a un cas. point que tu avais soulevé, la dernière fois qu'on avait discuté, Coban, sur, l'impact, des cycles au niveau, professionnel aussi. Je pensais peut-être, quelque chose à souligner un peu, peut-être un petit conseil, ou deux trois informations à partager, là-dessus. Ouais, alors L'impact des c'est, cycles. les cryptos, c'est quelque chose d'assez cyclique. Tout à l'heure, on en a parlé. Le Bitcoin, le white paper, c'était 2008. Le démarrage, vraiment, c'était 2009. Puis après 2011, avec les prix qui augmentent, il y a forcément plus de gens qui s'y sont intéressés. Et le Bitcoin, il y a un protocole qui fonctionne avec ce qu'on appelle le halving. Et aujourd'hui, les cycles du marché crypto sont cadrés par rapport au halving du Bitcoin. Le dernier a eu lieu en avril 2024. Aujourd'hui, on est 12 mois après ce cycle, ce halving. Et globalement, on est dans une phase de cycle qui est propice à la croissance du cycle parce que cette croissance, elle s'accompagne avec une hausse des prix. Donc c'est soit la hausse des prix qui fait que la croissance, elle augmente. Mais bon, dans tous les cas, il y a plus de gens qui s'y intéressent, il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de projets qui recrutent. Et donc, cette phase de croissance, comme tout cycle économique, elle débouche sur une phase de décroissance, et donc ce qu'on appelle dans les cryptos le bear market. Et cette phase de bear market, eh ben, il y a moins de projets qui lèvent de fonds, il y a moins de projets qui recrutent, il y a plus de builders qui sont présents, mais dans des cercles beaucoup plus fermés. Et donc aujourd'hui, si vous voulez développer un projet, si vous avez envie de chercher du travail, c'est quelque chose qui sera plus favorablement accessible dans cette phase de bull market, et à vous de voir en fait de quelle manière vous voulez vous positionner, parce que vous pouvez très bien continuer à vous construire dans cette phase de bull market et derrière prendre le temps du bear market pour construire votre projet, si vous avez envie de développer et tout ça. Ou alors vous cherchez tout de suite un job pour aller faire vos armes, sachant que vous aurez probablement plus d'opportunités dans cette phase de bull market, pour derrière savoir qu'il y a quand même une période de disette qui va arriver si effectivement ces cycles de crypto continuent à se jouer comme elles se jouent jusqu'à présent. Parce qu'il y a toujours une variable, une technologie et d'un marché qui est très jeune, et donc qui peut évoluer avec le temps. Et finalement, ce cycle qu'on a connu de bull market suivi de bear market, qui a eu lieu 4 fois déjà, ou 3 fois, je ne sais plus exactement. Mais bon, dans tous les cas, il y a peut-être un jour une rupture qui va se faire, et au final, on va avoir une croissance lente qui va se poursuivre sur des années. Dans tous les cas, aujourd'hui, on est sur un cycle qui est rythmé par les halvings. Et donc le dernier 2024, le prochain 2028, disette 2026, 27, peut-être 28, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de savoir qu'effectivement, il y a des périodes d'euphorie et des périodes où, au contraire, tout le monde est très pessimiste et où on a l'impression que les cryptos ne vont jamais rien faire. Donc, il faut être un peu Mhm. bipolaire, hein, pour être dans les cryptos. Ouais, je pense que c'est important de le Complètement. mentionner. Il y a moins d'investissement, du coup, il y a moins d'innovation, du coup, il y a moins de recrutement aussi. Et ça peut impacter véritablement l'expérience en tant que développeur. C'est pour ça que je Ce qui pensais que c'était rajoute intéressant du de le mentionner. piment, Hmm. pardon. Vas-y, vas-y. Ce qui rajoute du piment au cycle, c'est les événements discrets. Donc c'est-à-dire que c'est des random, chocs sur le marché. Ça a été le cas de Luna, ça a été le cas d'FTX, et puis ça sera le cas d'autres encore, hein, c'est comme ça. Et du coup, on voit qu'effectivement, comme c'est un marché qui n'a pas de il n'y a pas de bouton stop, comme on peut le faire aujourd'hui sur des bourses traditionnelles où le régulateur, l'agence de notation ou autre, le gendarme boursier peut arriver et dire: «Bon allez, on stoppe la cotation de telle action, parce que là, c'est trop le bazar». Ou carrément, le simple fait que les marchés s'arrêtent le week-end, c'est pas le cas dans la crypto. Le week-end, on va avoir des institutionnels qui vont être les doigts de pied en éventail dans leur jardin avec leur famille, mais le marché, il continue de tourner. Donc si on a un petit événement, de stress qui apparaît pendant un week-end, les liquidités sont différentes. Heu, alors certes, il y a des algos qui essayent de gérer tout ça, mais bon, généralement, ils créent plus de la panique et accélèrent les mouvements dans les périodes comme le week-end. Donc ouais, les événements discrets rajoutent un piment, mais c'est vrai que les cycles sur ce marché-là sont, quand on les regarde sur le graphique, Hmm. qu'on prend du recul, ils sont juste parfaits et incontestables.
Après, je vais juste mettre un petit bémol sur le fait de les week-ends, ça s'arrête pas. J'ai vu beaucoup de protocoles qui implémentaient ça. C'est un bouton stop. À partir du moment où il y a un bouton stop qui est pressé, il n'y a plus aucun token qui sont transférables et il y a des mesures de sécurité comme ça qui sont possibles. Et juste ce que je veux dire, c'est qu'au fait, quand on rentre dans le monde du Web3, ça va être mon petit disclaimer final du coup pour cette table ronde, c'est être extrêmement prudent parce que c'est très facile de programmer tout n'importe quoi. Tout est basé sur du code, donc tout est possible. Et il y a énormément de personnes qui sont là du coup pour exploiter la moindre faille ou opportunité possible de tirer de l'argent de cet écosystème. Donc soyez prudents si vous êtes curieux du Web3. Il y a des opportunités de travail et de contribuer sur cet écosystème à long terme sans forcément avoir besoin d'investir de l'argent. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous entrez dans ce domaine-là, soyez très prudent parce que vous allez devenir une cible d'attaquants beaucoup plus, beaucoup plus professionnelle et présente que en tant que non-membre d'une communauté Web 2. Ok. On fait un petit tour. Vous avez encore quelques minutes pour répondre aux questions. On a un petit peu dépassé, je suis désolé, il est 7h10 déjà. Moi, je vais devoir y aller, j'ai un dîner. Ok, ça marche. En tout cas, je Bon vous remercie. appétit. J'aimerais bien. Ouais, merci à vous d'avoir été là. Et puis, au plaisir de partager une autre table ronde avec vous voilà, pour prendre Ciao plus de temps. Thibaut. Super. Salut. Merci beaucoup Merci, Thibaut. Jérémy. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci, Merci. salut, bonne soirée. Ok, première question de Julien Sicard. Quelle est la valeur du BTC, Bitcoin réel? À quoi sert-il exactement? Pourquoi acheter du BTC plutôt qu'un autre token, genre Ethereum ou même Solana? Réponse d'analyste, Owen. Ouais, c'est une question qui est intéressante. Euh, quelle, quelle est la valeur du Bitcoin? La valeur du Bitcoin, c'est aujourd'hui 101 200 $. C'est la valeur au prix auquel il est échangé sur le marché. Le marché, justement, c'est l'offre, c'est la demande. Aujourd'hui, sa valeur, c'est 101 000 $ parce que des gens sont prêts à l'acheter à ce prix-là. Donc ça, c'est pas, je pense que c'était pas le cœur de ta question. La question, c'est quelle est la réelle valeur du Bitcoin? Et je vais répondre la même chose. La réelle valeur du Bitcoin, c'est 101 000 $. Aujourd'hui, si on veut vraiment focus un prix, on pourrait dire c'est le prix de production du Bitcoin. Le prix de production du Bitcoin, c'est la composante énergie que tu consommes pour produire ton BTC. C'est très difficile à évaluer parce que ça dépend beaucoup du coût énergétique de la machine, du lieu géographique où est la machine. Donc, on serait autour de 42 000 $ dernièrement, après le dernier halving. C'est une fourchette qui est assez large. Hein. C'est entre 35 et 70 000 $. Vraiment, c'est très difficile à évaluer. En tous les cas, aujourd'hui, le prix du marché est au-dessus du prix de production. Et ce, depuis quelques semaines maintenant, puisqu'on était à 74 000 $ il y a à peine 3 semaines, je pense. Donc voilà. Il y avait, il y avait une deuxième partie sur la question pourquoi acheter du Bitcoin plutôt que de l'Ether ou du Solana. Là, on parle vraiment de spéculation pour le coup. Est-ce que je réponds à cette question? Comme tu veux. Moi, je peux Tu répondre à peux cette si tu veux. question. Mais là, c'est plutôt une question vraiment très, très liée au marché. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est le token qui est le plus fort sur le marché. Et pour mesurer ça, on prend ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin et le poids en fait de la capitalisation du Bitcoin au sein du marché. Et aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 65%. La capitalisation du Bitcoin pèse 65% de l'intégralité des capitaux qui sont dans le marché, qui est une capitalisation qui est relativement forte. Et donc, si on regarde le graphique de cette dominance, elle ne fait que monter depuis des mois. Donc, en général, sur un marché, on va chercher la force. Aujourd'hui, la force, elle est dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on a des gros acteurs qui sont rentrés dans le marché, notamment BlackRock, qui est le premier détenteur d'actifs au monde et qui, depuis 2 ans maintenant, met en place des stratégies pour les gens qui mettent de l'argent chez eux et il favorise en fait des investissements dans le Bitcoin parce qu'il mesure depuis différentes crises qui ont eu lieu que le Bitcoin est finalement beaucoup plus résilient que d'autres actifs. Certes, il est plus volatile. Quand il y a une crise, il descend beaucoup plus vite, mais il remonte aussi beaucoup plus fort. Donc, on a en fait une capacité à sauvegarder des capitaux dans un portefeuille qui est pondéré
avec une part de Bitcoin de peut-être 2%. Et je crois que c'est ce qu'ils avaient conseillé d'ailleurs à tous les gens qui investissent chez eux. Voilà. Le Ok, Bitcoin, super. demain, sera toujours là. D'autres tokens, c'est pas sûr. Par exemple, le token Trump, de notre très cher président américain, il est possible que dans 2 ans, il ne soit plus là. Par contre, le Bitcoin sera toujours là. Effectivement. On a une autre question de Logan, une question on va au-delà de la crypto. En dehors des crypto-monnaies, des technologies comme IPFS montrent qu'on peut faire beaucoup de choses intéressantes en décentralisé. Mais aujourd'hui, notre conception de l'expérience utilisateur reporte fortement sur des standards comme la rapidité, la fiabilité et un accès constant aux données. Est-ce que vous pensez que le Web3, dans ses usages non financiers, peut vraiment répondre à ces attentes d'expérience utilisateur sans faire de compromis majeurs? Mmh. Alors, il y a Solana qui a eu une approche assez intéressante, avec, son système de consensus, qui permet aujourd'hui d'avoir une finalité, vraiment intéressante et il y a les Layer 2 qui se construisent au-dessus Ethereum, qui permettent aussi de réduire cette finalité. Alors, sauf pour les transactions vraiment très sensibles et majeures qui vont demander de dépendre de la finalité d'Ethereum qui, elle, est beaucoup plus lente. Heu et puis on a des blockchains qui arrivent qui sont ingénieurs là, qui sont ingénieuses pardon, comme avec, le token CAS, qui arrive à faire des transactions par seconde et des taux des on time qui sont extrêmement rapides. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire les TPS? Enfin, par exemple Visa, j'ai plus les chiffres en tête, du nombre de transactions que supporte le réseau Visa, mais en soi, déjà ça donne une idée de ce dont on a besoin pour faire un système de paiement interplanétaire, comme on a avec, enfin planétaire pardon, comme on a avec Visa. Ça donne une idée du nombre de transactions qu'on a besoin. Si en soi c'est ça la qu'on cherche à adresser, oui, on va y arriver avec les cryptos, à concurrencer un réseau comme Visa. Maintenant, si on doit réussir à faire, un Twitter, admettons, enfin un X, qui en direct est capable d'enregistrer tous les j'aime, tous les retweets, toutes les interactions, tous les bots, tous les machins et avoir une instantanéité comme ça, en même temps avoir en mémoire tampon toujours toutes les vidéos qui sont disponibles pour que les gens puissent, scroller les réels sans qu'il y ait de temps de chargement. Bah, ça, il va falloir une sacrée infrastructure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines sociétés proposent, un chargement de vidéos ultra rapide, c'est parce qu'elles ont tiré des câbles elles-mêmes sous la mer, sous leur propre nom. Donc c'est-à-dire que, il y a eu toute une un design du monde entier qui a été fait pour la finalité et pour cette expérience utilisateur très fluide. Si on est capable de faire le même design avec les cryptos, on y arrivera. Maintenant, il faut que l'industrie accepte. Est-ce que demain, on va être d'accord de tirer un câble, sous l'eau, enfin plein de câbles du coup pour que ça soit décentralisé, pour que, les finalités soient plus rapides, uniquement pour le réseau Solana? Si Solana, par exemple, a les moyens de tirer ses câbles. Voilà, donc il faut aussi designer l'environnement, physique pour avoir cette réponse sur les applications digitales. On n'a pas encore aujourd'hui designé l'environnement physique pour les cryptos. Alors qu'il est fait pour le web traditionnel. Donc c'est aussi une des lacunes. Ouais, je pense qu'il y a encore Ouais. pas mal de défis effectivement en termes d'expérience utilisateur, pour du coup remplacer une majorité des systèmes informatiques, qu'on utilise. Il y a des expérimentations qui se font un petit peu, dans tous les sens. Moi, ce que je peux te dire de mon côté, et de mon expérience professionnelle, c'est, ce que j'ai eu comme expérience en tant que contributeur de différents projets décentralisés. Pour moi, c'est déjà une réalité dans le sens où ça permet de connecter plusieurs personnes d'endroits totalement différents, de travailler ensemble et de se reposer sur une technologie pour faire ce que ferait l'équivalent d'un contrat de travail au milieu via la blockchain. Et ça, c'est déjà une expérience d'utilisation qui existe et qui est disponible et qui est testée à grande échelle, de favoriser le travail sur différents constructeurs du monde entier qui se connectent que via des pseudonymes et qui n'ont pas besoin de plus du coup, via la sécurisation que permet la blockchain au milieu. Ouais. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de plus. Parce que techniquement, un réseau décentralisé, donc qui nécessite une communication entre plusieurs machines, ne pourra jamais être aussi rapide qu'un réseau qui est centralisé. Par infrastructure, enfin l'infrastructure ne le permet juste pas en fait. Maintenant, la question c'est, ce que tu as dit, c'est est-ce qu'on en a besoin en fait de cette réactivité? Donc, à partir du moment où on veut, quelque chose de très réactif, on fait forcément des compromis sur la décentralisation. Ça c'est enfin, on l'explique de manière très simple. Quand on a une entreprise qui est dirigée par une personne, elle est forcément beaucoup plus réactive qu'une entreprise qui est dirigée par une DAO. Il y a des discussions, parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a des compromis.
simplement. Tout à fait d'accord. Ok, je continue, je regarde s'il y a d'autres questions. Le Bitcoin est de plus en plus miné via des énergies renouvelables, ouais, grâce aux institutionnels ou de plus grosses structures. C'est pas vraiment une question. Ouais, je pense que c'était une réponse par rapport à ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Ouais. Autre Est-ce que tu veux question qu'on réagisse de... là-dessus? Vas-y, si tu veux. Bah, je pense qu'on a quand même déjà couvert pas mal le sujet. Il y a un truc qu'on n'avait pas abordé, c'est que lorsqu'on fait des minages de pétrole aujourd'hui, il y a du gaz qui s'échappe et ce gaz, aujourd'hui, on le brûle. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les puits de pétrole, en fait, qu'il y a des grandes flammes qui sortent. C'est pas le pétrole qui est en train d'être brûlé. Non, c'est le gaz qui est émis qui est en train d'être brûlé. Et aujourd'hui, le minage de Bitcoin permettrait en fait d'exploiter ce gaz pour justement produire du BTC. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très écologique. C'est le seul point que j'avais pas vraiment abordé tout à l'heure. Donc le Ok. Bitcoin est vert en fait, très très vert même. Et d'ailleurs, ça a pris, les fermes de minage qui fonctionnaient sur qui réutilisaient l'énergie, la géothermie. Je crois que c'est El Salvador El qui avait essayé Salvador, de ouais. Bah, ils sont ça toujours en c'est train de construire leur truc, hein. on n'a pas de recul encore, OK. Non. Ok, on a une autre question de Julien qui dit le Web 3, ça fait peur, non? Comment faire venir des gens du milieu du Web 2 au Web 3? Quels sont leurs intérêts? Pourquoi resterait-il? Le milieu crypto et Web 3 sont quand même pas mal liés. Ça Ouais. risque, ça risque pas de bloquer les gens au vu de la complication de créer un wallet et de faire des transferts de crypto, etc. Ou de faire une vérification d'identité. Ouais. Alors, il y a plein de points dans cette question qui sont quand même, qu'on peut aborder. Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il y a, en fonction des pays, il y a pas du tout le même ressenti par rapport aux cryptos. On voit d'ailleurs qu'il y a un shift complet là aux États-Unis qui est en train de se produire. Mais les Américains sont d'ailleurs, assez crypto friendly contrairement aux Français. Mais je pense on est éduqué par une gouvernance aussi qui nous amène la peur, hein, en fait, par rapport aux cryptos. Ça, c'est un premier point. Ensuite, j'ai perdu le fil de la question, mais ah oui, sur le côté compliqué de créer des wallets. Il y a effectivement, c'est un point qui avait été soulevé maintenant il y a quelques années, par rapport à cette difficulté et le frein, heu, pour accéder aux cryptos, par rapport à la création du wallet, la passphrase, et toute la complication qu'il y a. Donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont en train d'arriver et qui permettent, avec une adresse mail par exemple, de créer automatiquement un wallet et d'interagir simplement avec une adresse mail et un password. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être comblées, que l'écosystème a compris en fait, les développeurs ont compris que c'était un point de friction et donc on est en train de simplifier l'accès. Donc ça, c'est un sujet et après il y a le côté KYC. Alors le côté KYC, il y a un côté réglementaire déjà. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation européenne impose de mettre, des KYC un peu partout parce que, ils veulent, savoir, à qui appartient quelle wallet. Bon ça, on peut pas faire grand-chose, hein, contre le KYC. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Chacun y répondra. Sachant qu'il y a des réseaux qui sont en passe d'être interdits, comme Monero par exemple, qui prônent l'anonymat. Je pense que le débat, il va être, encore très long sur ce côté, KYC, sur la transparence de la blockchain, parce que la blockchain permet effectivement de voir, ce que votre voisin il a sur son compte bancaire. Je prends un exemple, très, capillotracté, mais c'est aujourd'hui ce que ça permettrait, sous réserve qu'on ait l'adresse publique du wallet du voisin. Mais bon, l'anonymat, je pense qu'il y aura un vrai débat, si les règles, enfin les régulateurs le permettent. Et le KYC, ça fait partie de ces sujets, de traçabilité en fait des usagers des blockchains. Et bon, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Je pense que c'est important qu'on ait, Ouais, tous notre idée. j'ai une opinion, qui rejoint, mais qui part pas tout à fait de la même base. Le KYC en soi, il est présent partout, même aujourd'hui sur Amazon, tu reçois des chèques cadeaux de ton entreprise en prime de fin d'année, tu les ajoutes sur Amazon, tu dépasses un certain montant, boum, on va te demander une vérification d'identité. Alors c'est pas non plus jusqu'au stade de la vérification, visage, carte d'identité, machin, mais on te demande ton nom, ton adresse, carte bancaire, enfin voilà, il y a des éléments de ce genre. Leboncoin, tu commences à faire des transactions dessus, c'est pareil, on va te demander de te KYC.
Donc c'est présent, puis en banque, tu fais un retrait de 1 000 €, on te demande pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc cet aspect-là, il est effectivement propre à pas qu'à la crypto. Maintenant, l'autre point donc qu'on avait évoqué, c'était il y avait quoi d'autre? Il Expérience y avait utilisateur? KYC, ouais, expérience utilisateur. Heu, alors attends, non, il y avait un autre point qu'on avait évoqué, je l'ai perdu. Ça va me revenir. Tu disais Koban, donc expert, de Account KYC. abstraction, j'ai parlé. Oui, account abstraction. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui arrive, l'account abstraction. Maintenant, bah, c'est toujours possible aujourd'hui de créer une wallet soi-même, de tout gérer par soi-même, mais il y a déjà la possibilité de faire du social recovery, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va réduire la friction à perdre sa wallet et en fait, le risque de sensibilité à la casse, c'est-à-dire que si vous perdez vos identifiants de wallet, vous perdez littéralement le portefeuille. Aujourd'hui, il y a déjà des solutions autour de ça. Si vraiment c'est un problème et puis que pour vous, vous avez peur de perdre votre argent sur la crypto, il y a des solutions. Il y a des portails, si vous voulez, qui vont gérer votre, portefeuille pour vous, qui sont un peu comme un conseiller. Alors ça coûte un peu d'argent, mais il y a des solutions à ça, si vous êtes prêt à mettre la main à la poche. En attendant qu'il y ait vraiment des outils de social recovery qui arrivent sur le marché. Donc cette friction, Ouais, elle vise à réduire. KYC, bon, c'est présent partout pour le coup, pas que sur la crypto, mais c'est vrai que c'est très tracé, toutes les plateformes d'exchange. Dès que vous faites un investissement sur un launchpad, par exemple, vous pouvez avoir aussi le KYC. Heu, ça sera universel, malheureusement, et d'autant plus le jour où on aura une MNBC, on aura une monnaie de banque centrale. Sur l'expérience utilisateur, je viens de retrouver le point que je voulais dire. C'était l'idée qu'on peut voir le solde du voisin. Ça aussi, ça est en train d'être adressé par des réseaux, pseudonymes et non pas anonymes, par des technos comme le ZK, le Zero Knowledge Proof. Donc en fait, on non, peut aller checker une information sans en révéler la nature exacte, et on peut aller checker la véracité de cette information. Ça va changer la donne pour ce problème-là. Donc oui, c'est connu et ça évolue dans le bon sens vis-à-vis de ces limites qui sont ouais. effectivement réelles maintenant et freinent les gens. Je voudrais rajouter moi un petit point sur l'expérience utilisateur. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont très techniques, qui sont dans le web 3, et c'est parce que au final, comme tout développement technologique, pour moi, il faut commencer par poser les blocs, poser véritablement les fondations. Et surtout dans un système, décentralisé comme ça, où au final on peut pas commencer, à mettre le papier peint avant d'avoir toutes les briques qui sont là nécessaires. Et je pense que pendant véritablement les 10 dernières années, pour moi, véritablement, le Web 3, ça a commencé au début d'Ethereum, où là, on a pu commencer à parler autre chose que véritablement du côté financier. Et il y a énormément de briques qui sont mis en place et qui continuent à être déployées, comme par exemple hier, grosse update d'Ethereum. Il y a du coup 15, 12, 11 ou 12 propositions qui ont été déployées en même temps par les dizaines de milliers de nœuds Ethereum. Et l'une, effectivement, c'est la compte abstraction qui permet en fait de se rapprocher beaucoup plus d'une expérience qui serait disposée à une adoption de masse. On a besoin à chaque fois qu'on interagit, qu'on va interagir avec la blockchain, d'avoir à signer et confirmer une transaction. On peut avoir des règles de sécurité beaucoup plus fines par jour, un certain montant, etc. Et donc, je pense que petit à petit, on s'approche véritablement d'une expérience qui va rentrer en compétition avec, avec des services Web 2, tout en proposant derrière toute l'idéologie de protection des données, transparence et de tout le reste, qui va pouvoir du coup petit à petit, je pense, convertir de plus en plus de personnes au, au Web3. Ouais. On a une question de Sam qui nous dit comment on trouve des offres d'emploi en Web3. Est-ce que l'un Oui, de vous... il y a des très bons sites, alors il y a On-Chain Jobs, dont d'ailleurs, Thibaut qui était là juste avant, a fait partie, du ou fait partie même encore du board. Donc On-Chain Jobs, qui je crois du coup est 100% FR, hein, ou peut-être belge ou francophone tout du moins. Sinon après il y a Web3 Career, il y a comment ça s'appelle? Cryptocurrency, et je l'avais en plus il y a pas longtemps, cryptocurrencyjob.co. Voilà, il y a plusieurs sites pour ça, donc c'est intéressant. Il y a aussi des chasseurs de tête crypto, il suffit de les suivre sur les réseaux professionnels ou même sur X.
et il y a des chasseurs de tête crypto qui postent très souvent des jobs. Sinon, vous regardez directement sur les sites, des fondations, vous regardez, si vous voulez travailler plutôt en tant qu'analyste, vous pouvez regarder sur les sites des applications de recherche et de données comme Messari, ou auprès des médias comme, Cryptost. Sinon, si vraiment vous êtes analyste et portez finance, vous regardez directement sur les pages des venture capital, des VC. Quand vous voyez qu'il y a un partenaire qui a investi, dans tel projet crypto, que vous voyez le nom dans les partenaires, les investisseurs, beh, vous allez dessus, vous regardez s'il n'y a pas des jobs ouverts. Voilà, c'est globalement les différents moyens. Ouais, il y a une Complètement. initiative que moi j'avais adorée, qui a été, portée par un ancien, co-créateur du Journal du Coin et qui s'appelle, Notes Guardian. Notes Guardian, c'est, un une plateforme sur laquelle vous allez faire des quêtes et vous allez obtenir de l'équipement, qui est un équipement NFT et ces quêtes, en fait, c'est, du code, tout simplement. Développer, dans tel ou tel, langage, telle ou telle, mission, faire, ou hacker un code en question. Enfin, voilà, c'est des missions qui sont, intéressantes pour les développeurs et qui vous permettent, en fait, de tester vos compétences et de les développer sans doute et derrière, vous obtenez des récompenses qui vous permettent, en fait, d'afficher votre niveau en tant que développeur et du coup d'aller postuler, à droite, à gauche et en ayant ce petit profil-là et en montrant vos achievements, tout simplement. Donc, Notes Guardian, je vous mets le lien si vous voulez dans le chat. Ouais, super, merci beaucoup. Je rebondis juste par rapport à quelque chose qu'avait dit Léo aussi tout à l'heure pour trouver des offres d'emploi, c'est le preuvoir, la preuve que tu peux montrer d'avoir des contributions réelles. Il y a une chose qui est géniale, c'est que l'intégralité du coup de l'environnement Web3 repose sur des technologies qui sont open source. Du coup, si vous cherchez du travail dans le Web3, l'une des choses pour accélérer un petit peu le processus, c'est d'être curieux, d'aller explorer différents projets et de faire des contributions sur les projets qui vous paraissent pertinents dans les domaines qui vous intéressent. Et là, véritablement, en allant de l'avant, en faisant quelques petites contributions, c'est une moyen de se faire reconnaître et de passer devant d'autres personnes. Et moi, ce serait ma recommandation. On a Samuel qui nous dit encore quelques minutes et après on va arrêter là. Quelles sont les lacunes de la crypto? Les points sur lesquels on devrait chercher une solution? Si ça vous dérange pas, j'aimerais bien attaquer cette question-là, parce que c'est pour moi un point qui est hyper important. C'est la sécurité de l'écosystème et la lutte contre les abus, les scams, les problèmes de sécurité et tout ça. Et il y a des initiatives que je trouve intéressantes, dont un projet par exemple sur lequel on a fait pas mal d'innovations au sein de THP qui s'appelle Intuition, qui permet justement de faire des recommandations décentralisées et de pouvoir du coup partager cette intelligence collective et du coup que ce soit une page internet ou un protocole, de pouvoir avoir une une information contextuelle en fonction de qui est notre communauté, en qui on a confiance, pour justement nous prévenir de cette lacune-là de la crypto qui est toujours hyper présente. Si la crypto aujourd'hui est permissionless, il n'y a pas besoin de permission, il n'y a pas besoin de permission et il n'y a pas de vraiment euh, de gardien de sécurité qui existe aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'une des plus grosses lacunes qu'il y a aujourd'hui dans l'écosystème. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? De toute façon, les 3 Mmh. défis des blockchains, c'est sécurité, scalabilité et décentralisation. Donc à Ouais. partir de là, on a une technologie qui est nouvelle, donc tous les axes sont améliorés. Peut-être que la décentralisation est un cran au-dessus du reste, mais tout ce qui est sécurité, la lutte contre le hack, tu l'as évoqué, globalement, tout ce qui est programmable et hackable. Donc c'est compliqué d'avoir un code qui est propre, mais c'est vrai qu'avec l'IA, aujourd'hui, on a la capacité de contrôler le code finalement de manière assez rapide. Donc voilà, il y a ce côté-là et puis, la scalabilité, je pense que c'est le gros, gros, gros dossier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'infrastructure blockchain de manière générale, on a abordé tout à l'heure les layer 2, évolue, autant. Donc voilà. En autre lacune, bon, il y a aussi l'aspect, Far West et cadre réglementaire autour des tokens, des cryptos qui sont émises parce qu'on est, dans l'entre-deux entre des utilities, des securities. Donc c'est à la fois des moyens de lever des fonds, à la fois un moyen de décupler pardon,
de décupler l'utilité au sein de votre protocole. Donc c'est pour ça qu'on a ce dilemme entre securities et utilité. Et puis bah, aujourd'hui, c'est littéralement le Far West. On a vu des projets qui ont rug, donc qui ont scammé les gens. On voit beaucoup de délits d'initiés qui, assez souvent, est au détriment de la communauté, qui va se faire sur le dos de la communauté. Donc, à partir du moment où on arrive à réglementer ce marché, on va dire, du token, de la monnaie, déjà, il y aura, alors sans trop de contraintes, hein, je dis pas, je suis pas un pro Mika ou ce genre de cadre réglementaire, mais déjà, ça abaissera aussi les possibilités de se comporter comme un cow-boy pendant la ruée vers l'or au Far West. C'est cool, les cowboys. Oui, effectivement. Ok, top. 7h30, je pense que on a déjà fait un bon tour de la question. Si ça intéresse certaines personnes, on pourra réorganiser une nouvelle table ronde sur le Web3 ou des points particuliers du Web3. En tout cas, merci beaucoup à Léo, Coban et puis Thibaut pour la table ronde, et puis à vous, la communauté THP, pour nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas du coup à soumettre d'autres idées de table ronde sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser par rapport au Web3, ou recommander des personnes que vous connaissez pour des tables rondes prochaines. La prochaine se fera du coup dans 2 semaines sur l'entrepreneuriat. Ciao. Merci à tous. Merci à tous, merci Ciao. Jérémy. Ciao.